Je vais me présenter, je suis Marie-Thérèse Cazenave, je suis psychologue clinicienne, docteur en psychologie et psychanalyste. Je voudrais introduire le propos aujourd'hui dans le cadre de la journée pour l'élimination des violences à l'égard des femmes en rappelant la Convention d'Istanbul. C'est une convention du Conseil de l'Europe qui a été ratifiée relativement récemment par la France en 2014 et elle est entrée en vigueur en novembre 2014. C'est important parce que c'est un premier traité juridique contraignant au niveau européen, contraignant les États européens sur les mesures de lutte contre les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques. Alors les enfants sont inclus évidemment. Cette convention est basée sur la compréhension que les violences contre les femmes sont des violences liées au genre et qu'elles sont commises parce que les femmes sont des femmes. Et c'est donc maintenant, et ce devrait être depuis longtemps, la responsabilité des États de protéger les victimes et de punir les agresseurs. Aujourd'hui, les femmes parlent, et c'est d'actualité, n'est-ce pas? L'affaire Harvey Weinstein et les hashtags qui ont suivi, c'est-à-dire les dièses messages sur Internet, ont libéré la parole des femmes sur les violences et harcèlements qu'elles ont subis. Cependant, il nous faut bien nous rappeler que le plus souvent, elles se taisent. Aujourd'hui, les agresseurs sont toujours dans une position de toute puissance, de droit acquis sur l'autre. Dans le mépris et le déni du droit des victimes, ils justifient et banalisent leurs actes. La société s'en fait le complice quand elle se tait. Donc ce titre est important, la violence faite aux femmes, comment y résister? Alors, je ne présente plus Madame Michèle Perrault. Madame Michèle Perrault, on ne vous présente plus tant vous êtes une experte reconnue. Historienne, professeure émérite à l'université Paris Diderot, vous avez reçu de nombreux prix et distinctions et êtes engagée depuis longtemps, je le crois depuis toujours, pour la cause des femmes. Vos interventions sont connues et reconnues et vos ouvrages, 5 sur l'histoire des femmes en Occident, sont passionnants. Vous les avez co-dirigés avec Georges Duby. Vous avez publié de nombreux autres ouvrages, Les femmes ou le silence de l'histoire, Mon histoire de femme et Histoire ouverte que j'ai vu être en dédicace. Je voudrais vous poser une question. Qu'en était-il des générations précédentes? Des faits de guerre, de violence et de résistance de ces femmes qui nous ont précédées dans l'histoire. Madame Drina Candilis, vous êtes psychanalyste, psychologue clinicienne, vous êtes docteur en psychologie, enseignante et directrice de recherche à Paris Diderot. Vous avez publié de nombreux articles et ouvrages, vous avez travaillé sur la question de la maltraitance des femmes et du handicap, sur le désir d'enfant et de ses problématiques, sur les maternités traumatiques, sur l'attachement. Vous avez dirigé les travaux sur une approche clinique des traumatismes de guerre vécus par les enfants libanais. Vous venez de publier un dernier ouvrage que vous dédicacerez cet après-midi. Les conséquences des harcèlements, des abus et des viols restent encore largement incompris. La force qui peut être déployée pour leur faire face peut tromper sur la résistance réelle des personnes. Les conséquences tardives de leurs effets restent, s'ils sont négligés, profondément destructeurs pour la personnalité. Je vais donc passer la parole à Madame Perrault. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci à toutes les personnes présentes. Merci à la mairie du 6e qui nous accueille et à l'AFDU qui, depuis plus de 10 ans, s'occupe de ce salon du livre. Vous m'avez demandé de parler un peu, et je l'aurais fait spontanément, d'une grande dame qui vient de nous quitter, Françoise Héritier. Et c'est important à cause de la personne de Françoise Héritier et aussi parce que son œuvre peut nous aider à comprendre la situation actuelle. Françoise Héritier, je l'ai bien connue. Je l'ai rencontrée pour la première fois en 1989, au Conseil national du SIDA. Elle avait été nommée présidente du Conseil national du SIDA et moi j'avais été nommée membre. Et j'ai beaucoup admiré
la manière dont elle avait dirigé ce conseil, et toujours en alliant une action concrète sur le terrain, par exemple pour les prisons. Elle avait absolument voulu que nous allions visiter les prisons parce que les prisons étaient des lieux de diffusion du sida, et par conséquent il fallait prendre des mesures de ce point de vue-là, et elle avait obtenu, son action avec le Conseil, elle avait obtenu que la santé en prison ne soit plus sous la coupe du ministère de l'Intérieur, mais dans la mouvance, enfin sous la coupe, on peut dire, du ministère de la Santé. Et c'était très important parce que ça permettait aux malades du sida en prison d'avoir la confidentialité qui est essentielle pour ce type de maladie, notamment, et d'avoir les soins appropriés. Je cite cet exemple-là, mais je pourrais en donner beaucoup d'autres. Alors Françoise Héritier, 2 mots de son parcours, car on a évidemment très peu de temps. C'était une femme rebelle. Elle était née en Saône-et-Loire, et sa première rupture, ça a été j'allais dire, de quitter sa famille. Vous allez me dire, c'est pas un exemple, peut-être, mais c'est qu'elle avait voulu choisir sa vie. Et sa famille était très peu attirée par les études pour les filles. Elle voulait absolument faire des études, et elle est venue à Paris, où elle a été notamment en Hippocagne, à Fénelon, tout à côté. Et puis après, elle est allée à l'université, et sa deuxième rupture, son deuxième choix, si l'on peut dire, ça a été de choisir l'anthropologie. Au début, elle se dirigeait vers une histoire géo, ce que j'ai fait, moi, avec un peu un destin de professeur. Et puis, elle a été séduite par Claude Lévi-Strauss, qui implantait en France à ce moment-là le structuralisme, ce qu'on a appelé plus tard le structuralisme. Elle a été séduite par son enseignement et elle a décidé de faire de l'anthropologie. Et son troisième choix, au moment de choisir un sujet de recherche, ça a été de choisir l'Afrique, n'est-ce pas ? Elle a désiré aller travailler sur le terrain en Afrique, ce qui, dans les années 70-75, était quand même un choix difficile encore. Elle a donc fait sa thèse en Afrique occidentale, et ça a été très important. Hélas, elle y a contracté une maladie orpheline qui, à partir de ce moment-là, l'a poursuivie jusqu'à la fin, en quelque sorte. Toujours en triomphant, en l'aménageant, mais avec quand même un handicap tout à fait considérable. Mais tout ça ne l'a pas empêché, au contraire peut-être, de devenir professeur au Collège de France. C'est Claude Lévi-Strauss qui lui avait demandé de lui succéder, qui avait suggéré plus exactement sa candidature, soutenu sa candidature, et elle a été la deuxième femme à être au Collège de France, après Jacqueline de Romilly, que tout le monde connaît bien sûr. Et ça, c'est une chose. Elle a donc enseigné là. Et ensuite, ce qui est très important, évidemment, c'est son œuvre, dont je voudrais vous dire un mot, parce que c'est une œuvre qui peut aujourd'hui nous servir. Elle a publié beaucoup, et je ne vous parlerai pas du tout de ses travaux anthropologiques, qui ne sont pas ceux que je connais le mieux. Mais elle a publié notamment un livre en 2 tomes qui s'appelle « Masculin-féminin », tome 1, « La pensée de la différence ». Ça, c'est paru en 1996. Et puis, en 2002, donc 6 ans plus tard, elle a publié « Masculin-féminin », tome 2, « Dissoudre la hiérarchie ». N'est-ce pas ? Et les titres mériteraient vraiment commentaires tous les deux. Tout ça a été publié aux éditions Odile Jacob. Les éditions Odile Jacob ont publié toute l'œuvre de Françoise Héritier. Et alors, 2 mots, c'est très compliqué, mais qu'est-ce qu'elle dit dans ses livres, dans les 2 tomes de Masculin-Féminin ? Elle dit « Aussi loin que l'on regarde dans l'espace,
aussi loin que l'on regarde dans le temps, il y a la domination masculine. Il n'y a pas de société qui n'ait connu, qui ne connaisse la domination masculine. Et elle explique pourquoi, n'est-ce pas ? Elle explique notamment que c'est une hypothèse, bien entendu, on n'était pas là pour le voir, hein, mais l'hypothèse, c'est que les femmes représentent la force, le ventre reproducteur, et que les hommes, un jour, très tôt sans doute, ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas s'en passer. Et ce désir d'appropriation, de là serait né un désir d'appropriation des femmes, du corps des femmes, par les hommes les plus forts, en quelque sorte. Et elle le montre dans les sociétés qu'elle a étudiées, dans les sociétés, disons, anthropologiques qu'elle a étudiées, mais elle le montre aussi dans la philosophie. Elle accorde une très grande importance aux textes grecs, notamment Aristote, surtout Aristote. Et elle montre comment Aristote voyait les rapports entre les hommes et les femmes, hommes plus, femmes moins. Les hommes sont forts, ils ont la force physique, ils ont l'intelligence, ils sont créateurs, ils sont guerriers, et les femmes sont évidemment dans tout ça secondes, y compris dans la procréation, la semence masculine est le principe de vie, et les femmes ne sont qu'un vase, une terre dans laquelle les hommes déposent en quelque sorte leur semence. Voilà en gros, naturellement, ce qu'elle montre dans ce livre. Et alors, ce qui est très intéressant dans le deuxième tome, qui s'appelle « Dissoudre la hiérarchie », c'est qu'elle montre, et ça c'est très passionnant parce que, juste une parenthèse pour dire que les anthropologues sont j'allais dire, obsédés des structures. C'est ça pour les anthropologues, c'est les structures, c'est-à-dire les invariants, les choses qui ne changent pas. Hein. Alors que les historiens, dont je me revendique, sont des gens du changement, hein, qui étudient le changement. Et nous avions beaucoup, nous les femmes, avons beaucoup discuté avec Françoise, on disait, mais quand même, vous montrez ça dans l'éternité, partout, tout le temps. Mais enfin, les choses changent, les choses bougent. Hein. Oh, elle disait, pas tant que ça, il y a un socle qui est véritablement très très difficile à changer, et elle avait raison. Bon, mais la contraception, le mouvement de libération des femmes de 70, la contraception, déjà un petit peu avant, et le droit à l'avortement, et tout ce qui va suivre, n'est-ce pas, avec le grand slogan des femmes des années 70-80, « Notre corps, nous-mêmes ». Notre corps, nous-mêmes. Et alors Françoise dit, bah oui, c'est vrai, il y a un changement formidable, considérable, hein. Le droit à l'avortement, c'est l'habeas corpus des femmes, c'est Geneviève Fraisse d'ailleurs qui a employé cette formule, et à partir de là, il y a un renversement complet de situation, les femmes maîtrisant leur contraception maîtrisent aussi leur sexualité, et par conséquent, tout change. Voilà, alors ça c'est donc le titre « Dissoudre la hiérarchie ». La hiérarchie qu'elle avait montrée existante dans son premier volume, eh bien, en effet, elle se dissout, et elle peut se dissoudre, notamment à cause de l'action des femmes. Alors Françoise a écrit beaucoup d'autres choses sur lesquelles je n'entrerai pas, mais je voudrais dire aussi que dans les derniers temps, elle était immobilisée dans son fauteuil roulant, elle ne pouvait plus marcher depuis déjà un certain nombre d'années. Par conséquent, les enquêtes, les bibliothèques, tout ça, c'était pas possible. Et elle avait décidé d'écrire sur la table, tout simplement. Et c'est ainsi qu'elle a publié un livre magnifique qui s'appelle « Le sel de la vie ». Et ce livre a été un best-seller, tiré à 200 000 exemplaires, n'est-ce pas ? Et beaucoup, sans doute, d'entre vous l'ont vu. Et le tout dernier livre qu'elle a publié quelques semaines avant sa mort s'appelait « Au fil des jours ». Et il poursuit en quelque sorte le premier. Et
ça c'est toute Françoise, c'est-à-dire quelqu'un qui prend la vie, et la vie n'avait pas été, la vie avait été rude pour elle, dure, très dure, pour des quantités de raisons, mais elle prenait la vie comme elle était, avec une incroyable énergie, et au fond, cette femme rebelle que je vous ai décrite au début, elle l'a été jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que moi j'ai infiniment d'admiration pour elle, beaucoup d'affection aussi, je la connaissais bien, et je pense qu'elle nous a quittés, mais ses livres sont là, sa pensée est là, et nous pouvons l'utiliser. Alors, je voudrais vous dire un mot maintenant des violences. Françoise était très préoccupée par ce problème. Elle avait d'ailleurs dirigé au Collège de France une série de séminaires pendant 2 ans sur la question des violences. Et ça a été publié dans un livre collectif auquel elle a beaucoup participé. Et alors, les violences sur les femmes, quand on regarde un petit peu ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en effet qu'elles sont universelles. Un seul exemple, ce qu'on appelle le génocide des petites filles en Inde. Vous savez, comme moi, qu'il y a un déficit considérable constaté par les démographes. Il y a beaucoup moins de filles qu'il devrait y en avoir, car c'est toujours à peu près la même chose, en Inde. Et c'est parce que, comme on veut des garçons dans les familles et pas de filles, ça vaut moins, on les tue. Voilà un exemple de violence sur les femmes dans le monde, et on pourrait en donner beaucoup d'autres. D'autre part, cette violence est dans le temps. Quand on regarde dans le temps, toutes les cultures, toutes les époques ont eu leur forme de violence. Les historiennes ont beaucoup travaillé là-dessus, et évidemment, je ne peux pas vous en parler, mais il y a des moments de crispation où les violences sont particulièrement fortes, et je pense aux guerres. N'est-ce pas ? Dans les périodes de guerre, les guerres, c'est traditionnellement, maintenant ça change, il y a des femmes dans les armées, etc. Mais ce sont les hommes qui sont là dans leur rôle de défenseur ou d'offensif quelquefois. Et la conséquence, c'est qu'au fond, la domination masculine est renforcée par les guerres. C'est pourquoi il y a tant de viols de guerre. N'est-ce pas ? Le corps des femmes, au fond, appartient aux vainqueurs. Et ça, on l'a vu à travers toutes les guerres. Et après la Deuxième Guerre mondiale, je crois d'ailleurs que vous allez nous en parler tout à l'heure, on assiste à cette forme de violence sur les femmes. Dans la guerre de Bosnie, on l'a très bien vu, n'est-ce pas ? Les Serbes voulaient, quand ils emportaient un village, par exemple, la consigne était, il faut violer les femmes pour implanter en elles le sang serbe. N'est-ce pas ? Voilà encore un exemple. On pourrait le montrer. Les guerres sont des périodes de crispation particulières de ces violences. Alors, troisième caractéristique de ces violences, tous les milieux sont concernés, tous. Bon. Mais la situation de dépendance des femmes accroît évidemment leur vulnérabilité. C'est pourquoi les étrangères qui sont sans protection, les femmes dans l'immigration, les femmes pauvres, je pense par exemple aux domestiques du XIXe siècle, qui arrivaient souvent de Bretagne, de Bourgogne, à Paris notamment, qui a été un grand marché du point de vue de l'emploi domestique. Les domestiques, ces jeunes filles qui arrivaient là, eh bien, il y avait une espèce d'accord tacite. Au fond, on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait avec elles. Et aussi bien le patron, la mère de famille fermant un peu les yeux. Après tout, il valait peut-être mieux que le patron ait un rapport avec la petite bonne plutôt qu'aller dans une maison de prostitution. Voilà ce qu'on pensait à peu près. Ou bien, pas du tout le patron, un ouvrier rencontré au bal ou n'importe quoi. Et il y avait un très grand nombre de filles séduites, abandonnées, avec évidemment des enfants naturels qu'elles abandonnaient souvent à leur tour, n'est-ce pas ? Donc, cette espèce de violence sur les plus dépendantes, certainement.
Autre remarque sur ces violences, ce sont des violences de différentes natures. Il y a évidemment une violence physique. Ce qui est au cœur de la violence sur les femmes, c'est leur corps et c'est leur sexe. C'est ça surtout, d'où les problèmes de viol, de harcèlement sexuel, comme on le voit aujourd'hui. C'est toujours un peu ce problème-là, le corps et le sexe. Mais ça peut être pas physique du tout. Ça peut être la parole, ça peut être la moquerie, ça peut être la calomnie, ça peut être la dévalorisation symbolique. Ça arrive très souvent, et c'est une forme aussi de violence qui peut être extrêmement forte sur les femmes. Donc il y a une très grande variété. Et ceci étant, et Françoise Héritier y insistait également, les femmes n'ont jamais été passives dans l'histoire. Tout ce que je viens de dire, c'est plutôt des femmes victimes. Oui, victimes certainement, mais pas uniquement. n'est-ce pas ? Les femmes ont résisté. Et Françoise avait écrit un très beau texte sur le pouvoir d'obstruction des femmes. Ce qu'elle appelait le pouvoir d'obstruction, c'était au fond une forme de résistance douce, presque muette. Elle montrait que dans les sociétés, et elle insistait sur le fait que dans les sociétés africaines, c'était très fréquent. Les femmes disaient rien, mais souvent, elles faisaient ce qu'elles avaient à faire. Elles n'en pensaient pas moins, et elles se défendaient un petit peu comme elles pouvaient en construisant leurs relations de sociabilité avec d'autres femmes, leurs espaces, leurs paroles, etc. Au fond, elles essayaient envers et contre tout, de construire leur vie. Et elles l'ont toujours fait. Et elles l'ont toujours fait, c'est évidemment très important. Mais aujourd'hui, que voyons-nous ? Et le temps passe très vite, donc je voudrais juste un peu terminer là-dessus. Ce que nous voyons aujourd'hui, est-ce que c'est important ? Eh bien, je dirais oui. C'est important, je dirais même que c'est un peu un événement. Tout ce que nous voyons depuis quelques semaines autour de ce qu'on appelle l'affaire Weinstein, avec toutes ses répercussions. Pourquoi est-ce que c'est un événement ? C'est un événement parce que il y a surrection, on pourrait dire, d'une parole des femmes qui se plaignent, qui protestent, qui dénoncent aussi. Et ce qui est absolument sidérant, c'est la contagion, on pourrait dire, de cette parole. On la voit surgir, d'abord aux États-Unis, dans l'affaire Weinstein, dans des milieux plutôt privilégiés, les milieux de Hollywood, les femmes belles, etc., qui tout d'un coup n'acceptent plus de leur carrière, on verra bien, mais elles n'acceptent plus d'être traitées comme objets sexuels. Et alors, le fait que ces femmes qui sont des stars et qui ont donc une image importante dans la société aient protesté, ça a comme autorisé, si l'on peut dire, ou suggéré à d'autres femmes qui sont dans des positions plus cachées, plus modestes, de dire « mais moi aussi !» MeToo. MeToo, vous savez, c'est le fameux hashtag qui s'est diffusé sur les réseaux sociaux. Moi aussi. Et alors on le voit dans tous les milieux, et en France c'est absolument incroyable de voir que c'est à l'hôpital. L'hôpital, on proteste à l'hôpital. C'est dans les milieux de justice, c'est dans la police, c'est partout, absolument partout. Et ça c'est quelque chose de très important, parce que les femmes ont toujours parlé, elles se sont toujours plaintes, mais là il y a une espèce de parole collective, qui se diffuse, qui est comme une espèce de solidarité entre les femmes, qui dit « mais moi aussi, voilà, ça m'est arrivé, et je le dis, et j'ose le dire ». Et puis, la deuxième chose importante dans cet événement que nous vivons, c'est qu'il y a non seulement les femmes qui parlent, mais il y a des oreilles qui écoutent. C'est-à-dire que, généralement, les femmes, elles parlaient, puis on passe. Qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est encore des histoires de femmes et tout ça. Tandis que là, non, on écoute. On les prend tout d'un coup, on les prend au sérieux.
On voit même des mea culpa, des gens qui disent « bah oui, j'ai fait ça, j'aurais pas dû », enfin, etc., etc. Et ça devient presque un problème d'État. Hein. Tant mieux que ce soit un problème d'État. Ceci dit, il ne faut surtout pas que ce ne soit qu'un problème d'État. Je crois qu'il est très important que les femmes gardent la maîtrise de ce mouvement aussi, qui est si important. Voilà, et voilà à peu près ce que je voulais dire. Et ce que je voulais dire, oui, comment résister à tout ça ? Comment est-ce qu'on peut résister, puisque c'est le titre que nous avons donné à notre double intervention. On peut résister justement en prenant la parole, en ayant le courage de prendre la parole, en étant solidaire avec d'autres, ça je crois que c'est important aussi, et puis en réfléchissant pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est là qu'une fois encore, nous retrouvons l'importance de la recherche, je crois, toutes les recherches qui ont été faites dans les dernières années, et la recherche de Françoise Héritier, auquel, encore une fois, je voudrais rendre hommage. Voilà. Bien, merci Madame Michèle Perrault, vraiment c'est toujours très passionnant de vous entendre, on aimerait que ça dure plus longtemps. On va vous faire passer le long des allées des petites feuilles, si vous avez des petits cartons, si vous avez des questions à poser, et soyez gentils, posez les questions, parce qu'elles nous serviront après pour de la recherche, et nous essayerons de les classer pour pouvoir les transmettre. Je vais passer la parole à Madame Drina Candilis, qui va reprendre la suite de Michèle Perrault sur, je crois, les réactions des femmes pendant la guerre. Oui. Alors effectivement, d'abord je suis très honorée d'être ici, surtout aux côtés de Madame Perrault, que j'admire depuis de nombreuses années, autant que Françoise Héritier, bien sûr. Et moi je vais essayer de prendre un parti pris, non pas d'historienne, mais de psychologue. Et donc les psychologues, vous savez, tout en s'intéressant à des phénomènes collectifs, ils s'intéressent aussi aux phénomènes individuels. Donc je voudrais inaugurer mon propos par une des phrases d'un livre qui m'a bouleversée, que j'ai lu lorsqu'on m'a proposé de participer à cette journée, qui s'intitule « Une femme à Berlin, journal ». C'est un petit livre comme ça, sur lequel je suis tombée dans une librairie un peu par hasard. Et journal, 20 avril, 22 juin 1945. Et cette phrase que j'ai gardée comme titre, c'est « Et peut-être le cœur va-t-il se réveiller ?» Parce qu'il ne s'agit pas ici d'un livre politique à proprement parler, mais d'un livre d'une femme victime, comme 100 000 autres femmes à Berlin, de viols par l'armée russe, viols collectifs qu'elle examine sous son versant individuel, le sien, mais aussi celui des violeurs, brisant une généralisation qui ne rend pas compte des conséquences des actes barbares sur les unes et les autres. C'est une jeune femme de 34 ans à l'époque. Elle a jusqu'à sa mort souhaité rester dans l'anonymat, ce que je respecterai, en faisant d'ailleurs un des éléments importants de ma lecture. L'accueil fait par l'Allemagne d'après-guerre à son témoignage est sans doute une des raisons de conserver cet anonymat. Je l'appellerai donc F par commodité. Mon objectif en présentant ce livre est de tenter de comprendre quelle défense ou ressources psychiques disposent des individus, majoritairement des femmes, face à de tels traumas. Plusieurs journaux ont été tenus dans cette période à Berlin, écrits pour la plupart par des femmes, ce qui n'est pas très étonnant, puisqu'il ne restait dans la ville que des femmes, des enfants et des vieillards. Certains témoignages ont été recueillis par des psychiatres et des psychanalystes, et assez récemment, une chercheure a fait état de larges séquelles traumatiques dans la population des femmes berlinoises de cette génération. Le livre est sorti en 1953 en Suisse, où vivait l'auteur, puis en 1959 en Allemagne. Mais sa parution a suscité une certaine réprobation. Pour les Berlinoises et les Allemandes, parce que ça s'est passé dans toute l'Allemagne de l'après-guerre, victimes de ces exactions, révéler ce qui s'était passé pour elles, les exposer à l'Est à l'accusation de révisionnisme contre le grand frère russe qui les avait libérés, et à l'Ouest à l'accusation d'empêcher la reconstruction du pays. Notons qu'il y a eu aussi des exactions semblables commises par les armées alliées
contre les Allemandes et même, comme on l'a appris plus récemment, des armées alliées contre les Françaises après le débarquement. Ce n'est qu'en 2001, après sa mort, que son livre a été réédité et diffusé dans de nombreux pays et que le tabou de l'Allemagne vis-à-vis de la question du viol des femmes a été levé. C'est donc un journal écrit à la première personne qui s'intitule, c'est le titre exact, « Chronique commencée le jour où Berlin vit pour la première fois la mort dans les yeux ». Donc, je vous rappelle qu'on est le 20 avril 1945. Il s'étend sur une période d'une dizaine de semaines, entre le 20 avril et le 22 juin 1945. Le viol en temps de guerre, Madame Perrault l'a rappelé, les viols collectifs, sous diverses formes, s'exercent tantôt dans les conflits entre nations ou ethnies, tantôt dans les guerres civiles. Leur condamnation relève aujourd'hui de la Convention de Genève, et Marie-Thérèse a rappelé aussi la Convention d'Istanbul, mais il existe quelques condamnations juridiques bien antérieures. Paradoxalement, par exemple, dans la législation militaire russe du XVIIe et du XVIIIe siècle, ce qui est assez surprenant. Il y a aussi, j'ai relevé un exemple intéressant dans la littérature, qui est celle du Bangladesh, vis-à-vis des femmes qui avaient été violées par les Pakistanais, en 200 000 femmes environ, et qui ont été élevées au rang d'héroïnes nationales pour éviter leur stigmatisation et permettre leur réhabilitation. Mais ça s'est fait au détriment des hommes qui avaient subi le même sort et qui avaient été détruits eux aussi par le même acte. Derrière les condamnations légales, il est difficile d'appréhender le vécu des victimes, et plus encore d'ailleurs celui des violeurs. Finalement, la question posée par la violence faite aux femmes, aujourd'hui plus que jamais au cœur de l'actualité, c'est celle du silence. Le silence renvoie à la question de dire, non pas pour mettre des mots, comme une approche un peu simpliste de la question du trauma pourrait nous le faire croire, mais pour renouer avec l'espace et le temps de la pensée, du langage et du corps, comme on le verra en détail. Ne pas dire, c'est rester dans la sidération traumatique brutale ou plus insidieuse qui perdure dans le temps. C'est donc à examiner les conditions de possibilité de cette parole que je me suis attachée dans ma lecture de ce livre, de cet écrit exceptionnel par sa profondeur, sa qualité littéraire et son courage. Je ne trouve pas, contrairement à ce que j'ai pu lire, qu'il s'agit d'un écrit froid, bien au contraire. Je trouve au contraire très remarquable qu'il n'y ait pas eu d'ajout du remaniement du texte original en vue de sa publication. Elle signale à une ou deux reprises un ajout de quelques lignes postérieures à ses notes prises au jour le jour. Donc c'est vraiment un journal au jour le jour. Pourtant, le texte se déroule comme une vaste pièce de théâtre tragique, avec un prologue, des actes, puis l'épilogue et le silence. Et c'est un peu selon ce plan d'une tragédie que je vais continuer mon exposé. Le prologue d'abord. Le livre commence au milieu des immeubles en ruine à Berlin. Il flotte dans la ville les senteurs des lilas oubliés dans les jardins sans maître. Je reprends souvent des expressions, mais je ne veux pas mettre à chaque fois les guillemets. J'aime pas ça. L'auteur vit dans une mansarde, prêtée par un collègue, qu'elle quittera dans les jours suivants, parce qu'elle est détruite, et où il ne reste à peu près rien de son passé. « Je me sens nue et légère », écrit-elle, visant plutôt à décrire l'absence d'appui que la liberté. Elle écrira d'ailleurs un peu plus loin qu'elle se sent aliénée à elle-même. « Je n'ai jamais été aussi loin de moi-même, ni aussi aliénée à moi-même. » Dans ces quelques heures qui précèdent l'arrivée des Ivans, c'est comme ça qu'on appelait les Russes, la préoccupation principale de chacun est de trouver à manger pour survivre. La faim les pousse à des comportements irrationnels, comme par exemple gratter de ses ongles les phrases d'un roman qui décrivent un repas. C'est quand même extraordinaire. Son ventre est devenu le centre de son univers. Mais déjà, elle analyse les comportements qu'elle observe autour d'elle, comme ceux de ces vieillards qui bouffent de l'herbe comme des bêtes, ou encore de cette femme qui colporte des nouvelles du front. F discerne sa jouissance à décrire l'horreur et peut-être à être soulagée de ne pas être la victime. Elle a peur, elle veut partir, elle est partie. La sensation d'abandon étreint ceux, ou plutôt celles, qui restent et qui se terrent dans les caves, comme dans l'antichambre d'une tombe.
Cet abri, la cave, est aussi, dit-elle, une caverne, un monde souterrain, des catacombes de la peur, une fosse commune, marquée par des rituels destinés à créer un semblant de cohésion entre les habitants du voisinage qui s'y réfugient et à lutter contre l'angoisse de la mort omniprésente. Dans le fatras des rumeurs qui alimentent les conversations, une jeune femme réfugiée de Prusse orientale prédit d'un ton sombre « Vous allez voir », mais elle garde un silence douloureux avant de disparaître à son tour. F écrit « Dans le langage aussi, on s'achemine vers une dégradation toujours menaçante. Le mot « merde » glisse à chaque instant de la bouche. Les mots ne rendent plus compte de ce que vivent les uns et les autres. Chacun est prisonnier de l'instant présent. Je devrais dire chacune, parce que les hommes ne sont plus là. Ceux qui sont encore présents apparaissent affaiblis, misérables, le sexe faible. Hommes et femmes sont à égalité devant la guerre, touchés par le même rabaissement. Acte 1. Et puis arrive le vendredi 27 avril, jour de la catastrophe. Raz de marée écrit le samedi matin. Les Russes sont là, mi-goguenards, mi-menaçants. F, grande voyageuse avant la guerre et polyglotte, parle un peu le russe. Et elle va se retrouver très vite interprète, mais surtout exposée au ballet sinistre du chat et de la souris qui s'instaure entre les femmes et les soldats. Dès les premières heures du jour, 2 hommes lui tombent dessus. Tout ce qu'elle peut noter, c'est qu'elle se souvient de la chute de son trousseau de clés sur le sol. Après s'être dégagée, elle va tenter de retrouver un refuge auprès des habitants des caves, mais les portes sont verrouillées de l'intérieur et personne ne lui porte secours. Un peu plus tard, les habitants protestent et l'assurent, de façon dérisoire et grotesque, qu'ils vont porter plainte, ce qui n'arrête pas un nouvel assaut de violeurs. Ils sont 4 cette fois et l'entraînent un peu à l'écart. Malgré le froid qui pénètre tous ses membres, elle dévisage son violeur, qui est un colosse aux mains comme des battoirs. Et elle a cette phrase surprenante en effleurant ses cheveux de ses mains. Elle dit « On dirait du velours de canapé ». Seule une moitié de moi est encore là, dit-elle. Celle qui, poussée par l'instinct de conservation, l'a fait s'abandonner sans plus de résistance à ce corps dur et costaud qui sent le savon et le soldat. J'insiste sur ces détails parce qu'on voit que sa sensorialité est toujours en éveil. Et c'est peut-être aussi une défense. Quelques points méritent d'être soulignés ici dans les stratégies de survie ou d'effondrement. Elle ne mentionne que la chute des clés, par exemple, dans le récit du premier viol. Chute qui recouvre de son bruit la brutalité de l'acte. Brutalité qui est redoublée dans un deuxième temps par l'abandon et la lâcheté de ses voisins. Par contre, on voit bien comment sa vitalité est mobilisée dans le deuxième assaut, lorsqu'elle dévisage son violeur, un peu au sens de Lévinas, qu'elle lui attribue des qualités humaines et même un peu plus loin un prénom, Petka, quand il revient le soir enflammé, emporté par un discours énamouré, qui n'a pas sa place ici, bien sûr. C'est cette cohabitation de l'humain et du non-humain chez les mêmes individus, de la présence et de l'absence à soi, qui est sans doute à l'origine de l'impossibilité de penser et de dire, à l'origine du sentiment de rupture de ses limites personnelles. Elle décrit combien la sensation de sa propre peau lui devient intolérable et comment elle imagine de façon presque hallucinatoire une fuite dans un rêve éveillé. Alors qu'une moitié de son corps s'abandonne, l'autre s'échappe comme un être blanc et lumineux qui sort de son corps comme une sorte d'ange sans ailes qui monte droit comme une flèche. Ce sentiment d'ascension, d'envol, ne représente-t-il pas en partie la fonction antitraumatique de la rêverie ? C'est une hypothèse que je fais pour tenter de comprendre comment elle a résisté. Acte 2. Le terme viol va rester d'un usage très parcimonieux dans tout le récit. Il apparaît pour la première fois, page 106, à la date du mardi 1er mai, fête nationale russe. Elle dit être incapable de l'écrire d'une main froide et le prononce à plusieurs fois à haute voix pour s'habituer au son. En allemand, Vergewaltigung. Je ne suis pas très bonne germaniste. Ce qui est à souligner ici, c'est le fait que les notes datées du 1er mai recouvrent les événements qui se sont succédés depuis ce fameux 27 avril. Ce n'est qu'après ce premier jet qu'elle peut revenir au dimanche 29, lundi 30 et reprendre le fil du journal dans quelques pages datées à nouveau du 1er mai. Cet effet d'après-coup, cette espèce de mélange des dates, si vous voulez, revêt selon moi une importance incontestable.
dans la mesure où au mot viol succède en quelques lignes le récit le pire de tous les viols qu'elle a subis. Je ne m'attarderai pas là-dessus, sinon pour dire à quel point ici, l'acte disparaît devant la volonté d'humiliation et de haine du féminin qui motive la sauvagerie de ce violeur. Elle parle de vertige frigorifiant, d'engloutissement, de pétrification, proche de la sensation de la mort sans l'être. Et c'est encore l'instinct de survie qui, après ça, lui fait choisir une stratégie et adhérer à un autre aspect que l'on retrouve dans les viols collectifs, qui est la prostitution consentie. C'est un terme que j'emprunte à la littérature consacrée à ce sujet. Devant la puissance dans laquelle elle se trouve, ainsi d'ailleurs que les autres femmes qui cohabitent dans l'immeuble, elle refuse d'être une simple proie et elle prend une décision. Il nous faut un loup pour éloigner la meute. Son choix se porte sur un lieutenant, Anatole, bel homme, mais un peu rustre, dont le grade suffira, pense-t-elle, à s'imposer aux autres. C'est comme si tout sentiment était mort au-dedans. Seul survit l'instinct de survie, écrit-elle. Ce genre de phrase a justifié peut-être l'idée qu'il s'agissait d'un récit froid, d'un récit comme gelé. En réalité, si on lit plus attentivement, on voit toutes les tentatives qu'elle déploie pour rester vivante, y compris celle de l'alcool, par exemple, qui lui permet de supporter d'être prise sans être là sur le moment. Mais un autre élément concourt à supporter l'insupportable, c'est de considérer tous ces hommes dans leur diversité et non pas comme un bloc. Plusieurs phrases méritent d'être relevées en ce sens. Ces hommes ne sont pas seulement des envahisseurs, écrit-elle, ce sont aussi des hommes. Les considérer comme du bétail, des bêtes sauvages, j'en suis incapable. Même si par ailleurs elle leur donne les attributs des animaux, elle dit les hommes tournent autour d'elle et de la veuve, la femme qui l'héberge désormais, comme des chacals, aussi avides que des renards en chasse. Mais le loup, Anatole, veille, et son nom suffit à les chasser. Certains sont frustres et pervers, d'autres sont encore des enfants, d'autres peuvent être des interlocuteurs possibles, comme par exemple Andrei, l'instituteur militant communiste, sanglé dans son dogme, qui lui ne viole personne. Certains sont blessés, ils reviennent du front, et leurs blessures attisent la haine et leur désir de vengeance sur les femmes allemandes. D'autres blessés suscitent au contraire une forme de compassion de la part des femmes allemandes pour leur souffrance. Ce sera le cas du dernier hôte de l'appartement, celui qu'elle appelle le major, accompagné de Vania, son ordonnance ouzbek. J'y reviendrai un peu plus loin. Elle rappelle d'ailleurs qu'au cours de ses reportages d'avant la guerre, elle était journaliste, elle avait eu des discussions avec des prostituées, comme une sorte de compagnonnage imaginaire avec ces femmes. Au souvenir de ces témoignages, elle pense que les Russes sont désespérément normaux. Et plus loin, elle conviendra que les Allemands ont probablement fait la même chose auprès des populations envahies. Alors, j'apporte maintenant un contrepoint. La diversité des hommes et la diversité des femmes. Pour la plupart, c'est la terreur qui les habite. La terreur et la honte, qui peut aller jusqu'au suicide chez certaines, à la fuite sans but chez d'autres. Il y en a qui sont consentantes et profitent de cette manne pour organiser les orgies, alors que d'autres qui tentent de résister se font mutiler presque à en mourir. F a l'honnêteté de dire que pour certaines, l'acte n'est pas entièrement horrifiant. La veuve, par exemple, a un petit sourire derrière ses larmes lorsqu'elle évoque la jeunesse de son violeur. C'était un jeune homme de 16 ans. Elle-même souligne qu'elle avait avant la guerre une sensualité qui lui faisait apprécier les rapports sexuels. Sensualité dont elle retrouve une brève trace dans les rapports avec le major et qui peut-être la protège. Mais la frigidité et la douleur des parties génitales sont le lot le plus courant pendant et largement après les événements. Deux peurs agitent les femmes, tomber enceinte et être contaminées par les maladies vénériennes. Cette dernière peur est d'ailleurs partagée par les hommes qui privilégient pour s'en prémunir les jeunes filles et les vieilles femmes. Un dispensaire spécialisé commence à fonctionner dans Berlin à la fin du mois de mai, dispensaire où toutes les femmes du quartier viennent consulter. Quant à la grossesse, l'attitude de F mérite d'être soulignée. Elle écrit, comme sous l'effet d'une pensée magique,
qu'elle se concentre sur l'idée de refuser d'avoir un enfant, comme si je me barricadais contre la dernière chose que je voudrais me voir tomber dessus. Aucune herbe ne pousse sur un chemin trop piétiné, écrit-elle, ultime rempart du féminin dans son nouage essentiel avec le maternel. Beaucoup d'auteurs considèrent que seul le genre a sa place dans la réflexion sur le viol. Je trouve que le témoignage de F rend les choses un peu plus complexes et réintroduit la pulsion d'emprise, Madame, vous en avez parlé, dans la dimension intersubjective du viol. Pulsion qui menace les femmes en premier, mais pas seulement. L'image du bébé revient à de plusieurs reprises dans le texte. D'abord un souvenir. Moi, je suis psychologue et spécialiste des bébés, alors ça m'a évidemment touchée. Un souvenir. Elle se rappelle d'elle-même, joli bébé blond et rose, bien allemand, choyé par ses parents, alors que son père est probablement en train de les quitter, elle et sa mère, pour partir et peut-être mourir à la guerre de 14. C'est un souvenir à la nostalgie ambiguë, qui surgit au moment où elle se sent envahie par un sentiment de souillure. La pureté supposée de l'image du bébé qu'elle était pourrait contrebalancer ce sentiment de souillure. Mais il y a aussi la fêlure du départ de son père. Puis, alors qu'elle éprouve une certaine douceur dans la compagnie du major, douceur relative puisque la peur d'avoir un bébé revient sans trêve, elle évoque un nouveau souvenir d'enfance. Elle est en vacances chez ses grands-parents, avec ses cousines, et les enfants se laissent aller à des confidences. Comment naissent les bébés ? Avec un couteau, bien sûr, pour ouvrir le ventre, assure l'une d'entre elles. Aujourd'hui, écrit-elle, je trouve que les enfants ont raison de redouter tout ce qui relève du domaine sexuel. Il abrite beaucoup de couteaux tranchants. Le retard des règles tant redouté se produit chez elle au début du mois de juin, mais elle consulte un médecin qui l'attribue à son pitoyable état physique. D'autres femmes n'ont pas eu cette chance, si l'on peut dire, et les avortements de fortune en ont emporté un certain nombre. Quant aux enfants nés de ces viols, d'autres conflits plus proches de notre époque ont montré qu'ils n'échappaient ni à la honte ni à la stigmatisation. Enfin, acte 3, lorsque la vague des viols commence à refluer, les dimensions du temps et de l'espace reprennent peu à peu leur place. Elle rappelle à plusieurs reprises que dans ces jours terribles, elle a perdu toute notion du temps. Un jour me semble une semaine, creuse un abîme entre deux nuits. C'est tellement bizarre, dit-elle encore, de n'avoir ni calendrier, ni repère dans le temps. De leur côté, les soldats russes exhibent sur leurs bras plusieurs montres volées à leurs victimes. Cadeau pour le retour au pays ou mesure dérisoire d'une temporalité dont ils se sentent le maître. Le confinement de la cave, de l'appartement, de la chambre commence à se desserrer un peu lui aussi, et elle emprunte un vélo pour parcourir Berlin, retrouver de vieilles connaissances et plus tard chercher du travail. Ça lui procure un plaisir qui balaye en partie la violence de ces sombres jours. Les nouvelles de l'extérieur dévoilent cependant peu à peu l'ampleur du désastre. Les millions de réfugiés sur les routes, les millions de juifs massacrés dans les camps, et surtout la gestion méthodique de leur disparition, le pillage de leurs biens, le souci de l'équilibre économique des camps. Ça ne se trouve pas chez les Perses d'Échille, écrit-elle, en s'identifiant à l'Allemagne avec son arrière-goût de nausée, de maladie et de folie. Dernier élément avant la fin, les larmes qui coulent de son visage lors de la dernière visite du major. Elle note que cet homme lui demandait l'aumône de l'amour. Il fut doux et tendre, au point que le tu et le vous se mélangeaient dans leurs échanges. Il peut danser, chanter, faire de la musique. Il imagine même la ramener avec lui en Russie. Illusion, bien sûr, qui rappelle d'autres illusions. Elle intercale, ça c'était un des rares ajouts, ici, une page griffonnée plus tard, où elle attribue ses pleurs au souvenir nostalgique d'un amant bienveillant et doux, aujourd'hui probablement disparu. Larmes amères, qui coule d'autant plus que ses hôtes lui demandent de quitter l'appartement où elle est hébergée, parce que le départ de son visiteur du soir ne ramène plus ni nourriture ni bien matériel. Double abandon. L'idée l'effleure pour la première fois de quitter elle aussi la ville, d'aller chercher ailleurs un asile et du pain, mais ajoute-t-elle, elle se sent encore solide et toujours dotée de palmes spéciales pour nager dans la vase. C'est la fin. J'espère que je suis pas... Non, ça va, je suis à peu près dans les temps. Alors, ces larmes ouvrent à la désillusion.
et son cortège de tristesse dont elle s'était blindée jusque-là. Un détail significatif que je note, elle ne peut pas écouter la musique de Beethoven, trop douloureuse encore pour elle, comme si la musique était trop attachée à une sensorialité encore à vif. Enfin l'épilogue, voilà l'épilogue. Il se situe entre le 16 et le 22 juin 1945. C'est le retour de Gerd, son compagnon d'avant-guerre, qui est démobilisé. Je le résume à grands traits. Première surprise, elle lit dans ses yeux qu'il ne s'attendait pas à la retrouver ainsi, décharnée et terne comme un fantôme. Il commence à se renfrogner quand il constate qu'au dénuement physique correspond un dénuement matériel. Il imaginait que l'arrière vivait du marché noir et prospérait. La nuit, il ne se passe rien entre eux. Au matin, devant les visites des femmes de l'immeuble et les récits qui se succèdent, la colère de Gerd éclate et il s'écrie « Vous êtes devenus aussi impudiques que des chiennes, tout autant que vous êtes dans cette maison. » Charmant accueil. Les retrouvailles commencent à se dégrader. Elle décide de lui faire lire ses cahiers. Il fait mine de ne rien comprendre et s'arrête sur un seul mot, S-C-H-D-G, dont il lui demande le sens. Et elle dit « Schandung », viol, évidemment. Il me regarde comme si j'étais folle et il se tait. Il faut préciser quand même que le mot Schandung renvoie, me semble-t-il, à d'autres dimensions du viol, comme la profanation, la violation ou le saccage. Le silence de Gerd pourrait alors s'interpréter comme s'il n'avait pas pu protéger ou défendre une terre sacrée dont il se sent propriétaire. Inversant les rapports, c'est lui qui devient victime plutôt que de lui porter secours. On comprend bien que cette fois c'en est trop. Elle sait que cette séparation sera définitive et qu'elle emporte sur son passage tout ce qui lui permettait de tenir jusqu'ici. Je n'ai plus de temps à consacrer à ma vie intérieure, je veux survivre, écrit-elle. Survivre pour colmater l'effondrement. Et c'est pourquoi le journal s'arrête, le silence retombe. Bon, j'ai encore une minute. Alors, ça c'est ce qu'on appelle, nous, les traumatismes cumulatifs. Alors, en conclusion, ce journal, elle ne l'a pas jeté, elle ne l'a pas fait disparaître. Elle l'a gardé, confié, édité. À un moment donné, elle évoque le fait que ce n'est pas la première fois qu'elle a tenu un journal dans sa vie. Sa première tentative datait des années 30, alors qu'elle n'était qu'une adolescente. La fonction protectrice de l'écriture de soi n'est plus à démontrer, surtout dans les moments de grands vacillements existentiels. L'adolescence en fait partie. Il s'agit d'un journal tenu au jour le jour, ce qui donne une coloration d'urgence à l'acte d'écrire ou de créer, comme par exemple dans l'œuvre de l'artiste Charlotte Salomon, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Écrire, c'est mettre en forme, tout à l'heure vous en parliez, rechercher, écrire. C'est mettre en forme ce qui n'en a plus, comme on l'a vu, c'est se donner une peau extérieure qui permet de retenir le morcellement, de reconstituer une enveloppe mise à mal par les effractions. Le viol occupe au sein des traumatismes une position particulière dans la mesure où il incarne principalement une attaque contre le féminin, y compris quand il vise les hommes. Au-delà de l'anéantissement, de la négation absolue que représente cet acte, le livre de F propose une analyse psychologique, vous l'avez compris, de ce qui se joue comme moyen également de résister à la destruction. Enfin, je veux terminer sur la question que j'avais retenue comme titre. Et peut-être le cœur va-t-il se réveiller, car les dernières pages laissent ouverte la possibilité que la vie ne puisse pas reprendre. L'abandon de l'homme qui lui était cher est le trauma de trop. Trauma annoncé au début du livre du fait qu'ils s'étaient déjà plus ou moins séparés lors de la mobilisation de Gerd. C'est de l'ordre d'une blessure narcissique sur quelqu'un qui n'est plus en état de le supporter. Ferenczi parlait d'une absence de réponse de l'objet face à une situation de détresse. C'est peut-être là où, pour elle, on peut vraiment parler de situations traumatiques entraînant des blessures non cicatrisables. Garder le silence, de l'anonymat pendant des années, n'était-il pas pour elle la meilleure façon de ne pas s'exposer davantage? Je vous remercie de votre attention. Alors, Madame Michel Perrault, beaucoup de monde nous parle de Françoise Héritier, évidemment.
en nous rappelant son œuvre, en nous rappelant que certains d'entre vous ont été introduits à son œuvre, et en vous remerciant, ce que je n'ai pas eu le temps de faire tout à l'heure, de l'avoir évoqué. À partir de là, j'ai des demandes ou des évocations. La violence contre les femmes et contre le féministe, qui ne peut se dire, peut aussi venir d'autres femmes. Et la nécessité de travailler la sexualité dite masculine serait peut-être très importante, je ne vais pas détailler ce que vous m'avez dit, et l'œuvre de Michel Perrault, en cela, en reprenant ses recherches, comme vous l'avez aussi bien dit, pourrait être une voie pour essayer de limiter la violence faite aux femmes. C'est donc la connaissance de l'homme, de la femme par l'homme, qui serait la solution par la recherche. Donc, voilà, c'est ce que je trouve. J'ai pas de questions, hein, mais surtout, on nous parle de Françoise Lhéritier avec beaucoup d'admiration. Vous avez peut-être quelque chose à dire. Oui, je crois que il y a les femmes et il y a le féminin, et c'est peut-être deux choses à distinguer. C'est pourquoi d'ailleurs les femmes peuvent attaquer le féminin, où les hommes peuvent être attaqués dans leur dimension féminine. Hein. Et ça, c'est pour ça que je crois que c'est important de réfléchir, comme tu le dis, enfin, et comme Madame Perrault pourrait peut-être le faire. Justement, le féminin et le masculin, ce n'est pas la même chose que les hommes et les femmes. Hein. Les hommes ont un pouvoir. Alors, voilà. Je ne sais pas ce que vous pourriez. Donc, c'est important de faire ces distinctions. Alors, même question, comment résister? Appel à la prise conscience des hommes, voir tout ce qui va dans ce sens, et on pose la question de l'enfant au moment des problèmes des couples et de la manipulation qui peut se vivre dans les couples avec la maltraitance, l'enfant étant au milieu. Donc, on ne peut qu'en tenir compte. Vous avez des choses à dire là-dessus, sur les enfants. Oui, enfin... franchement, c'est un autre sujet. Là. Si un jour l'association veut faire quelque chose sur les enfants, je crois qu'on sera au rendez-vous, mais c'est vraiment une dimension encore très différente. Donc on nous parle évidemment des plaintes qui ne sont pas reçues, des plaintes déposées qui ne sont pas reçues, des parents violents, la question de la garde partagée se pose. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais elle est posée. La question est qui parle et quels hommes écoutent? Quelles femmes parlent et quels hommes écoutent? Les femmes parlent? Quelles femmes parlent et et quels hommes écoutent? Oui, d'accord. Ah. Oui, c'est une grande question. Bien sûr. Oui. C'est une très grande question. Moi, ce qui me semble aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes parlent quand même. C'est ça qui me paraît l'originalité de l'événement que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de femmes parlent. Alors, qui écoute? Ça, c'est très difficile. La question posée, comment est-ce que changent les mentalités? Voilà. De toute façon, les mentalités changent très lentement. Et de ce point de vue-là, Françoise Héritier avait raison de dire qu'il y a des structures de pensée qui remontent à la nuit des temps et que nous avons toujours. Et pour changer tout ça, il faut beaucoup de temps encore. Mais je crois à l'histoire, moi, personnellement. Je crois qu'il y a une histoire, que les choses ne sont pas immobiles, que le changement, c'est pas forcément maintenant, mais... Un peu quand même. Mais le changement, justement, fait partie de l'évolution de l'humanité, de la Terre. Au fond, on ne fait que changer, d'une certaine manière. C'est d'ailleurs terrible de penser que ça change, parce que ça veut dire aussi qu'il y aura une fin. Hein, fin de la Terre, fin de l'humanité, etc. Bon, enfin, on n'en est pas là. Et pour le moment, il s'agit de rendre la cité un peu plus harmonieuse, avec des femmes qui parlent et des hommes qui écoutent, et aussi des femmes qui écoutent. Parce que le problème, c'est qu'il ne faudrait pas penser, me semble-t-il, qu'il y a toutes les femmes d'un côté, tous les hommes de l'autre. Pas du tout. Je crois que les frontières sont beaucoup plus compliquées que ça. Il y a d'un côté
des gens qui acceptent la domination, des femmes aussi, bien entendu. Et qui en jouissent. Oui, et bien sûr, il y a une jouissance à accepter la domination, certainement. Et puis, il y a des gens qui, hommes et femmes et hommes, qui contestent cette situation. Je crois que ça, c'est important de dire qu'il n'y a pas deux camps et que ce seraient les hommes et les femmes les uns contre les autres. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe en réalité. Alors peut-être une dernière question à nos deux intervenantes, c'est comment résister ? Moi, je ne sais pas très bien comment résister, mais le livre que j'ai essayé de vous exposer montre la diversité des cheminements psychiques pour résister. C'est-à-dire garder intacte une forme de vitalité, garder intacte une forme de sensualité, garder intacte aussi une forme de respect humaniste. Je pense que ça, ce sont des choses qui ne sont pas si accessibles, si faciles à préserver. Et ce qui m'a ému énormément dans ce témoignage, c'était justement la complexité qu'elle expose. Et je crois que le petit bémol que je mettrais sur la campagne actuelle, c'est, je dirais, l'illusion qu'en 10 ans, ça règle tout. Et je pense quand même qu'il faut dire, mais dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire se réinsérer dans la pensée, dans le langage, dans l'acceptation de son corps, dans beaucoup de choses. Et ça, c'est plus long que le temps présent d'une dénonciation. Même si je pense aussi que la dénonciation est utile. Oui, moi, tout à fait d'accord. Je dirais pour ma part qu'il est très important pour notamment les jeunes, les petites filles, les jeunes filles, d'abord de savoir dire non. Voilà. Savoir dire non à certaines choses. Oui, c'est oui, non, c'est non. Voilà. Parce qu'il ne faut pas confondre harcèlement sexuel et séduction. C'est pas la même chose. Pas du tout. La séduction, c'est très bien. Enfin, je veux dire, ça fait partie des jeux de l'amour, du hasard, de la vie. Et ça, c'est magnifique. Mais à condition qu'il y ait un oui. Voilà. Donc, savoir dire non quand on ne veut pas. Et au fond, que garçons et filles, naturellement, ça va de soi, se pensent comme des sujets. Voilà. On est des sujets, on a notre vie à construire, on n'est pas fait uniquement pour obéir, on est fait pour choisir, on est fait pour, dans tout ce qu'on nous dit, eh bien, choisir. Je pense que c'est très important. C'est très très important dans l'éducation, notamment, de penser ça. Et puis, moi, je sais bien, parce que j'ai des petits-enfants, naturellement, et je vois bien comment ça se passe dans les cours de récré, d'après ce que me racontent les petits-enfants. Et c'est vrai que il y a des choses qui passent en dehors de la famille, en dehors de toutes sortes de choses, quoi. À l'heure actuelle, il me semble que les petites filles sont très petites filles. Elles veulent être des princesses, elles veulent... voilà, bon. C'est Disney qui veut. Hein? C'est Disney qui veut les transformer en princesses. Oui. Et les petits garçons, bon, ben, ils se pensent comme des petits garçons. L'autre jour, j'étais avec ma petite fille dans une librairie et pour choisir un livre. Alors moi, je vois un livre avec des spationautes. Alors je lui dis, elle a 5 ans, hein. Alors je lui dis, oh, ça doit être intéressant. Elle me dit, oh ben non, ça c'est pour les garçons. Je me suis dit, bon, bah, voilà, il y a des tas de choses comme ça qui passent, et c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué. Écoutez, je crois qu'on a un petit peu résumé les questions qui sont aussi des assertions. Vous posez la question de la différence entre la violence physique et les mots utilisés pour humilier, qui est une violence en soi et qui peut-être empêche les victimes de réagir. Donc je crois qu'il faut beaucoup de temps et voilà. Peut-être vous pouvez dire un mot. Mais encore une fois, je pense que la dimension du langage, c'est une dimension humanisante. Mais que le langage, on peut aussi l'utiliser comme une arme
Donc, je crois que c'est là où gît toute l'ambiguïté, toute la difficulté de ce que nous vivons aujourd'hui, y compris chez les femmes. Hein. Le langage peut aussi être utilisé comme une arme chez les femmes. Et sur l'enfant. Oui. Et sur l'enfant. Je voudrais donner la parole 3 minutes. D'abord, je voudrais commencer par vous remercier. Et puis, parce que c'est, je crois, très intéressant, n'est-ce pas? Et puis, je voudrais remercier d'avoir parlé de Françoise Héritier, parce que c'était vraiment pour nous très important et que c'était vraiment une grande dame. Et que c'était. Je voulais simplement remercier Michel Perrault d'avoir parlé de Françoise Héritier, parce que personne d'entre nous ne pouvait le parler comme elle, puisque c'était votre amie, n'est-ce pas? Voilà. Et puis je vais juste avant présenter Claude Mesmin, qui va nous parler de la revue que nous sortons à l'AFDU, qui est une revue qui a été comme titre spécialisée sur la violence faite aux femmes. Donc je te laisse parler, je vous remercie infiniment. Voilà, bonsoir à tout le monde. C'est avec grand plaisir que l'AFDU prépare des revues, 2 par an. Celle-ci est la dernière. Et comme c'était aujourd'hui le jour pour la violence contre les femmes, nous avons fait ce numéro, qui est un gros numéro, qui concerne donc les violences. Et c'est avec plaisir que je vous invite à passer au stand tout à l'heure et éventuellement de voir cette revue et peut-être de l'acheter. Et là, bien sûr, je me fais un plaisir de l'offrir à nos 2 conférencières en leur disant « Dites-nous après ce qu'il manque peut-être dans nos revues ou comment on pourrait encore améliorer nos revues peut-être dans l'avenir puisque nous en faisons ainsi 2 par an. » Merci à tous d'être venus.